RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Oh, yeah! Yeah! Basket time. Final seconds. Bryant for the win. Pierre Dorian. Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis sur rmc.fr avec la Dream Team. C'est un spécial finale NBA. Stephen Brun, Arnaud Valadon, Fred Weiss. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Pierre. Êtes-vous prêts pour la finale Denver-Miami ? Oui. Écoute, on va être prêts, ouais. J'ai une petite question pour démarrer. Est-ce que l'un d'entre vous s'est réveillé pour voir le match 7 entre Miami et Boston ? Moi. Stephen, t'as regardé jusqu'au bout ? Non, je me suis levé, je me suis réveillé en deuxième mi-temps et 20 minutes après, je suis parti me recoucher. Ouais, c'était réglé. Voilà, exactement. Arnaud ? Ce matin en replay avec la NBA qui propose juste les possessions. Donc ça réduit quand même le match à 40 minutes. Donc c'est pas Fredo, tu t'es mal. réveillé ? Je me suis pas réveillé cette nuit. C'était la première nuit où j'ai voulu dormir. Désolé. Désolé. Il a le droit. Il a le droit, mais ça Mais dépend des passionnés de basket. c'est meilleur les tard, stats, hein. tous les trucs, quand même, j'ai tout lu, évidemment. Oui, les stats, tout lu, je m'en fiche, c'est le direct qui compte quand même, non ? Direct, c'était tendu. C'était tendu. Bon, j'avoue, moi, dans ces cas, je mets un réveil sur le truc 4e quart-temps, je regarde le score, si c'est pas intéressant, je me rendors. C'est ce que j'ai fait pour ce match 7. Alors, du coup, on a une finale inédite entre Denver et Miami. Miami en finale, qu'est-ce qui explique ce parcours historique ? Je vous rappelle qu'ils étaient 8e de la saison régulière à l'Est. Denver, injouable. On va bien sûr rentrer dans cette finale. Denver est favori, voire archi favori, mais Miami a déjoué les pronostics jusque-là. Et puis dans la partie historique, vous me raconterez la première finale de quelqu'un ou d'une franchise. Un joueur ou une franchise, sa première finale NBA, que ce soit un succès ou un échec. Le quiz, j'ai choisi un thème très tardivement. Vu que Jokic et Butler n'ont jamais été champions NBA, et ben on va faire un quiz sur les grands joueurs qui n'ont jamais été champions NBA. Karl Malone, ça peut être une des réponses. Charles Barkley. Ça peut être une des réponses. John Stockton. Ça peut être une des réponses, voilà. Vous avez compris. Stephen Brun. Ah, j'ai pas pensé à le mettre. Ça peut être une réponse Ça, aussi. j'aurais dû le mettre. Allez, c'est parti. Arnaud Valadon. C'est un spécial final NBA Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Miami. Evan Butler has it and will put up a three. Good! Big shot by Jimmy Butler. Robinson, Bam Adebayo will slam it in. Duncan Robinson the assist. Adebayo, defended by Brown. Now by Horford. Kicks it out. In the corner. A three. Vincent. Good! Big time corner hit. The Miami Heat stand eye to eye with history, and they did not blink. The Heat are going to the NBA Finals. Le Heat en finale NBA, on va revenir sur cette performance incroyable parce que le Heat, après avoir fait tomber Chicago, Milwaukee et New York, a éliminé Boston. Je pense qu'à chaque tour, peut-être à part New York, il n'était pas favori. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Bon, Milwaukee et Boston évidemment, mais même Chicago, il n'y avait rien de fait. Hein. Ils avaient perdu contre Atlanta quand même en play-in. Hein. Ouais, c'est ça qui était surprenant. C'est ça qui les a remotivés. Et contre Chicago, ils sont menés assez longtemps et presque jusqu'à la fin. Hein. Ils ont 4 points de retard, donc ça a été compliqué. Alors Miami, 8e de la saison régulière à l'Est. Bilan 44-38. Normalement, ces équipes-là ne vont pas en finale NBA. C'est quand même rarissime. Enfin, je sais pas, est-ce que ça vous étonne ? Est-ce que vous êtes aussi étonnés que je ne le suis, messieurs ? Bon, écoute, Miami, c'est difficile de dire qu'on est étonné parce qu'on sait qu'ils sont capables de n'importe quoi. On sait, mais c'est vrai qu'aller aussi loin, battre les Bucks, battre des équipes comme ça, franchement, c'est super chaud. Et Boston au match 7, là-bas, félicitations quand même. Non, c'est malgré tout surprenant, même si cette équipe-là elle a l'habitude ces dernières années d'aller loin en play-off. Donc il y a une base qui est construite, il y a un coach qui est là depuis X années, donc ils se connaissent bien. Ils ont un leader qui est Jimmy Butler. Après, ils ont été fantastiques de résilience et de passion, mais après ils bénéficient aussi, je trouve. Ils tapent les Bucks très bien. C'est la faillite des autres. Moi, je trouve que c'est la faillite des autres aussi. Mais alors quand ça se reproduit 3 fois. Quand se reproduira, c'est possible qu'il y ait une faillite des équipes 3 fois. Enfin, après, New York, c'était une match-up qui était quand même favorable pour Miami. Les Bucks se sont complètement crachés. Et après, Boston, on va en parler tout à l'heure. Enfin, Boston, quelle déception. C'était pour moi le meilleur roster quasiment des 4 derniers finalistes de conférence. Et puis, ils se sont sabotés. En fait, les Celtics et Miami étaient là, en petit filou, à attendre qu'une équipe joue mal et faire déjouer cette équipe-là. Ils ont été là. Alors, c'est surprenant, oui, par rapport au classement et tout ça. Mais ils ont bénéficié. Alors, je ne vais pas te dire que
ils ont bénéficié d'avantages importants pour être en finale. Ils ont été très bons, mais il y a des circonstances, je trouve, atténuantes pour les retrouver là. Moi, je rajoute les Sixers aussi, même s'ils sont fait taper par Boston. Mais la faillite vraiment des gros à l'Est, qui est assez marquante. Les Bucks, franchement, je les imaginais pas sauter dès le premier tour. Et Miami, par son expérience, son organisation, le coach, malgré les blessures, Oladipo, Hero, un Butler, il y en a même certains qui disaient on a l'impression de revoir Michael Jordan sur le niveau de Jimmy Butler sur ces finales. Si tu t'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Je l'ai lu ailleurs. Mais parce que les autres nous suivent. On est un leader d'opinion incroyable. On n'est pas là pour diminuer la performance de Miami. Bien au contraire, parce que c'est fantastique. Après, ils jouent les Bucks où Giannis loupe 2 matchs, je crois, ou 2 matchs et demi. Drew Holiday se trouve. Après, ils jouent New York. Bon, eux-mêmes, il leur manque Tyler Hero et Oladipo. Oui, aussi. Mais enfin, moi, je suis déçu en fait. Être là au bon endroit, au moment, ça fait partie du truc. Et en plus, le cœur que met cette équipe. Il faut être capable de saisir ces opportunités-là. Évidemment, parce que ces opportunités, elles sont présentées effectivement, mais ils ont été capables d'élever leur niveau de jeu. Alors, Jimmy Butler, bien sûr, en tête d'affiche, mais pas que. Donc, franchement, pour moi, c'est mérité, c'est assez fantastique. Si on pose la question, est-ce que c'est Miami qui a gagné ou Boston qui a perdu, vous auriez tendance à dire quoi? Miami qui a gagné, non, ça. Miami qui a gagné, toi aussi, Fred? Steve, pas trop. Non, moi je pense que c'est Boston qui a perdu. Boston s'est saboté déjà sur le début de cette finale de conf en étant mené 3-0. Ils ont fait une semaine catastrophique. Ils se sont sabotés pourquoi ? Parce que en face il y avait Miami qui jouait dur. En fait, ils ont joué. C'est des chatons qui ont joué contre des tigres. Après Boston, ils sont sabotés sur tous les playoffs. Surtout sur le match 7, non ? Après, sur le match 7, ils perdent Tatum, fait qu'il joue, parce que tu peux pas sortir un mec comme ça sur un match 7, sur un do or die game, tu es obligé de le laisser sur le terrain, mais il peut pas jouer. Est-ce que vraiment ils auraient pas dû le sortir ? Non, tu peux pas sortir un mec de ce calibre-là sur un match 7. Imagine l'image qu'il aurait donnée s'il sort à ce moment-là. C'est encore pire. Combien de superstars on a vu boiter, Paul Pierce, fauteuil roulant, qui revient jouer, ça veut dire que Tatum, il abandonne un match 7 parce qu'il se fait une entorse de cheville. Rappelez-vous Jimmy Butler contre New York, qui s'est détruit la cheville, malgré tout, qui reste sur le terrain, sur un match 7. Michael Jordan avec ses Nike trop petites. Exactement, le flu game, Michael Jordan qui est malade. Non, John Tatum, il a eu raison de continuer. Oui, mais normalement, t'écris ta légende quand tu fais ça. Tu es capable de te sublimer et d'oublier que t'as mal et de jouer encore mieux. Après, on connaît pas, ça se trouve, il est out 3 mois, ça se trouve. Honnêtement, je sais très bien qu'il y a des mecs qui ont été out plein de temps après, mais qui ont fait les matchs, qui sont là, qui ont montré que c'était vraiment des boss. Et là, il fait pas le même match de boss. Je me rappelle que Kobe a juste shooté de lancer franc avec un temps en moins. Par contre, il aurait pu continuer. Non, mais t'imagines, lui, il se déplace pour chez. Non, mais Boston, moi, je les ai trouvés. Enfin, c'est une déception pour moi. Est-ce qu'on est sur une fin de cycle à Boston ? Il faut tout faire péter, je sais pas. Carrément, tout faire péter. C'est une 4e finale de conférence perdue. 4e finale de conférence perdue sur les 6 dernières saisons ou les 7 dernières saisons. Il y a une finale NBA où ils ont perdu. Mais ça veut dire aussi 4 finales de conférence. Ah oui, mais à un moment donné, après le cap. Une finale NBA. Non, mais je suis d'accord. Sauf que, est-ce que tu construis pas sur ça ? Tu continues à gagner de l'expérience. Alors oui, évidemment, c'est une déception et je peux pas te dire le contraire. Mais est-ce que tu construis pas sur ça en te disant, ben voilà, on a quand même réussi à être dans le top de la NBA pendant plusieurs années. C'est moins bien que l'année dernière. Je pense que tout le monde a compris que Tatum et Brown, ça va pas marcher. Donc il faut trader Brown alors. Après, moi je pense que oui. Brown n'a pas marqué beaucoup de points hier parce que Tatum blessé, c'était à lui de prendre l'équipe en main. Il a vendangé, il fait 8-23 au tir, il perd 8 ballons, un citron sur la défense de Miami, il a fait n'importe quoi, il s'est troué hier, il s'est troué Jalen Brown. Après ils ont tous fait n'importe quoi, le premier quart-temps, à un moment donné, le basket, le principe du sport, c'est de mettre des tirs, ils finissent le premier quart-temps à 0 sur 10, alors à un moment Miami, c'est pareil, il y a un gros problème d'adresse, il y avait, je crois, c'était 9-8 après 7 minutes de jeu. En NBA, franchement. Mais Miami, tu avais l'expérience service pour dire on sait que l'adresse, ça va tourner. Ils n'ont pas paniqué, ils ont continué à prendre des bons tirs. C'était du fer à cheval, Boston. Moi, j'étais dégoûté en voyant ce qui était proposé. Mais t'es pas surpris de ce que propose Boston. Boston, le plan de jeu de Boston, il y a un problème avec le coach aussi. C'est Tatum, Jalen Brown, c'est les individualités et c'est on canarde à 3 points. Voilà ce qu'ils ont proposé en playoff. Sur 42 en finale, c'est compliqué quand même. Alors que Miami a proposé l'alternance. Normalement, ils sont capables de faire autre chose, Boston, quand même.
Non, cette saison, ça a été que ça, Boston. Ouais. Ça a été que les tirs à 3 points. Les jours où tu mets, t'es fantastique. Mais sauf que tu as Tatum et Brown qui sont des superstars. Donc forcément, sur une saison régulière où ça défend un peu moins bien, ils gagnent des matchs parce qu'ils ont des joueurs autour. Mais à un moment donné, quand il faut travailler un peu, ils sont rentrés dans le piège imposé par Spoelstra avec cette espèce de zone match-up où qui te donne des tirs tout de suite sur les premières possessions où tu es grand ouvert. Et eux, comme des citrons, on est ouvert, on tire. Ils ont tiré toute la soirée. Ouais, une passe, un tir. Une passe, un tir. Je rejoins Arnaud. Est-ce que c'est pas la faute du coach qui prend pas un temps mort en disant écoutez les gars, justement, on n'est pas des citrons, il nous donne les tirs, on les prend pas tout de suite. Oui, mais il est plus écouté, Mazzulla. Il y a eu une cassure à un moment donné où il a perdu, tu sens qu'il a perdu la confiance du groupe. Il y a eu de l'autogestion, ils ont réussi sur l'orgueil à revenir à 3-3, ce qui est quand même aussi une grosse performance. Mais tu ne m'ôteras pas le fait que, allez, au moment où ils prennent le 3-1, le 3-2, il y a un peu de gestion du hit qui sait que sur une série, il y a ce match 6 qui est vraiment la clé. Sur le match 6, il n'y a pas de gestion possible. Hein. Ça, on est d'accord. C'est clair. Ça, on est d'accord. Sur le match 6, sur le match 5, il a bien coaché. Il a fait des adaptations sur la défense de zone, il a mis le ballon poste haut, ça a été bien. Mais moi j'ai senti une équipe en autogestion et ça a explosé sur ce match-là parce qu'ils n'ont pas mis un panier, à 3 points l'adresse est horrible. Et est-ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts aussi pour revenir dans cette finale? Alors à un moment ils reviennent à moins 10, à moins 8 et là tu as Butler qui ressort, qui met un 3 points. C'est juste avant la fin du 3e quart-temps, je crois, et l'autre il leur met un coup sur la tête et c'est fini. Et puis t'as où il est contesté par Tatum, où il tombe. Il y a un peu le Garden qui se met un peu à douter, à voir les briques envoyées. Enfin, il y a eu des trucs immondes hier. Et est-ce que les seconds coups entre guillemets sont pas un peu surcotés, les Marcus Smart, les Derrick White, est-ce que c'est pas surcoté? C'est assez fort pour être champion. Oui, Malcolm Brogdon, Derrick White, Marcus Smart, problème au coude. Oui, il est compliqué. Il est vrai joueur de basket. Il est blessé. Les seconds couteaux sont très bons. Maintenant, c'est les stars en fait. À un moment donné, quand tu joues ce genre de match 7, Pierrot, c'est les stars qui doivent t'emmener en finale NBA. D'un côté, Jimmy Butler l'a fait avec un super-héros plutôt inattendu, même Caleb Martin qui a été fantastique et qui a failli être élu MVP. Hein. Ça s'est joué un peu. 5-4 pour Jimmy Butler. Et à côté, les superstars passent au travers. Mais après, Eric Spoelstra, où il les sort, ces garçons. Hein. Moi, je demande de voir l'état de fraîcheur pour le match dans 2 jours pour les finales NBA. Surtout que Denver attendu pendant presque 10 jours. On en parlera dans le talk numéro 2, mais ça me paraît, ça va être compliqué pour Miami. Et alors, c'est parti, spécial finale Denver-Miami. On va passer donc à cette finale NBA. Again, it'll be a tall task for the Miami Heat. Joker is the best player in the league. He's playing great. Jamal's playing some inspiring basketball, but the bench, the Miami Heat, the others, the way they're playing, I'm not going to count them out. The last time Miami won at Denver, November 30th, 2016, 106-98, Joker and Jamal Murray both coming off the bench. That's hilarious. Joker's been the best player in the NBA playoffs so far. I will tell you this. Miami, they play hard, they play smart, they got a great coach, but I do not see anybody beating the Denver Nuggets. Alors c'est un spécial finale NBA, c'est une finale inédite évidemment puisque c'est la première de Denver, donc les Nuggets joueront contre le Heat de Miami et comme votre anglais est parfait, vous avez compris que la dernière fois que Miami est allé gagner à Denver, eh bien Jokic et Murray n'étaient que des joueurs de banc, 2016. Ce qui veut dire que ça remonte à une éternité. 9-1 sur les 10 dernières confrontations. Et ce qui veut dire aussi que sur le papier, cette série est très déséquilibrée. Alors, vu ce qu'on vient de dire sur Miami, la question c'est est-ce qu'ils peuvent encore élever leur niveau d'un cran, est-ce qu'ils ont encore des ressources insoupçonnées ou est-ce que cette finale va être une boucherie, Fred? Honnêtement, c'est impossible de pronostiquer le Heat et joue un basket incroyable. À chaque fois qu'on dit qu'ils ont touché leur plafond de verre, ils vont au-dessus. C'est impossible de pronostiquer. Franchement, je pense que cette équipe a tellement de ressources, tellement de volonté, et on a l'impression qu'avec Spoelstra, ils s'entraînent plus dur qu'ils ne jouent. Donc moi, je suis pas sûr qu'ils soient tant essorés que ça. Et finalement, est-ce que c'est pas Denver qui aura, avec ces quelques 10 jours presque de repos, perdu un petit peu le rythme? Après 10 jours, ça veut dire qu'ils ont fait un scouting de l'espace sur Boston, sur Miami. Sera parfait, mais le rythme de jeu, tu sais que c'est pas pareil. Quand tu t'arrêtes un petit peu comme ça, pendant les playoffs, quand tu vas arriver en finale, tu peux pas reproduire l'entraînement, ce que tu fais en match, c'est une évidence. Ouais, mais après, t'as joué 90 matchs déjà. Ça démarre jeudi, hein. Ça démarre jeudi. Moi, oui, mais justement, est-ce que t'as dans la saison un moment où t'as 10 jours comme ça? C'est rare. All-Star break, mais... Oui, sauf que l'intensité des playoffs est pas le même. Donc je me dis que
c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ils arrivent super frais, super préparés, etc. Soit Ouais, ça, à la ils vont limite, avoir du mal à se remettre. Ça peut être un problème sur le premier match. Et puis après, ils vont régler tout Le ça. premier match, ça va être important quand même, le premier match. Parce qu'il est à sûr. domicile. Tu perds le premier match contre Miami à domicile. Mais ils auront le temps de se remettre dans un rythme et d'imposer leur puissance. Quand après, même. Denver, ils sont chez eux. Ils n'ont pas perdu un match des playoffs. Ils en ont perdu 7 sur la saison régulière. Là, ils vont affronter des mecs qui ont joué 44 minutes. Et puis j'ai pas l'impression que le rythme, ce soit le problème de Jokic quand même. Oui, c'est un joueur qui joue à 2 à l'heure. De toute façon, il joue en marchant. Et puis, je trouve que le Denver... rythme imposé par le 8, c'est pas le même que les autres aussi. Hein. Eux, c'est les chiens de la casse. On l'a déjà dit, on le répétera à chaque fois. Eux, ils sont pas là pour blaguer. Ils vont te mettre une énorme pression. Après, moi, je vois pas une match-up favorable pour Miami. Ça, malheureusement, je suis d'accord. Il y en a pas eu. Adebayo va se faire manger. Adebayo va se faire manger. Il mange tout le monde, donc pourquoi il mangerait pas Adebayo? Non, mais c'est une question. C'est sans arrière-pensée. En plus, qu'est-ce que tu veux faire comme ajustement? Tu fais une prise à 2, le mec il est tellement bon dans la passe, t'es mort. Tu fais pas de prise à 2, Adebayo qui va se faire massacrer. Jokic est le joueur qui te fait péter tous tes plans de jeu défensifs. Spoelstra est un génie du coaching, mais Jokic est encore plus intelligent que tous les coachs. C'est-à-dire que tout ce que tu vas lui proposer, il va te le faire péter. La défense de zone, il va aller sur du high post, il va jouer en tête de raquette, il va orienter tous les ballons, il va mettre les ballons au bon endroit. Aaron Gordon va être en mission défensive sur Jimmy Butler, et là ça va être un problème pour Jimmy B, parce qu'Aaron Gordon, depuis les playoffs, il est costaud, il est grand, il défend bien. Intelligent. Jamal Murray sur le poste de meneur de jeu, on a vu, c'était quasiment le meilleur joueur de la finale de conf, Jamal Murray, et puis Mike Malone est un meilleur coach que Joe Mazzulla. Là, il n'y a pas photo, le coach des Celtics, donc lui aussi, il a des choses en magasin. Moi, limite, tu me demandes un prono, je te dis 4-0. 4-0, c'est fini dans 12 jours. Tu vois, on part 2, ils prennent les 2 matchs à Denver avec l'altitude en plus, la salle. Ils en prennent peut-être un à la maison, mais sur le match-up Adebayo contre Jokic, déjà Adebayo est un peu moins grand qu'Anthony Davis, qui je trouve a quand même plutôt bien défendu, même si il est presque indéfendable. Nikola Jokic, il fait quand même 2 cm de moins. C'est un bon joueur, Adebayo, mais quand tu vois le niveau de Jokic, c'est juste... Bon joueur, il a détruit tous les meilleurs pivots de la ligue. Oui, non, mais défensivement, c'est... D'accord, sur Adebayo. Mais là, Jokic, je pense que c'est trop dur. Mais la vraie clé pour moi, c'est Jamal Murray. On voit que sur les meneurs, les très forts meneurs, Jalen Brunson a performé, mais il avait personne pour l'épauler avec les Knicks, donc le Heat a pu en profiter. Je me pose des questions sur le fait que est-ce que le Heat va pouvoir ralentir Jamal Murray? Il n'y a pas que lui, on a parlé les Bruce Brown, les Michael Porter Jr., ça peut aider Caldwell KCP évidemment. Moi j'ai un petit doute sur le fait que est-ce que Murray ça va pas être le joueur de trop à canaliser pour ce Miami Heat. Surtout pour Boubou Lori qui va de moins en moins vite. Ça va être compliqué pour lui. Hein, ça va être difficile. C'est Murray qui, pour moi, qui fait la plus grosse différence. Parce qu'à la limite, tu peux te dire, ok, tu laisses jouer Jokic, tu laisses faire son truc, et de toute façon, il va te massacrer. C'est la superstar, il va te mettre 30 et 10. Sauf Murray qui t'en met 30 aussi, comment tu fais? Après, t'as Michael Porter Jr. aussi, qui est un attaquant fantastique. Bruce Brown qui est un défenseur hors norme. Le danger est partout. Et Gordon qui est tellement toujours bien servi, toujours dans les bons espaces par Jokic, franchement. Et t'as un cadre de jeu clair, il y a du QI basket, ce qu'il n'y en avait pas du tout à Boston. Ouais, mais rappelez-vous ce qu'on a dit quand même avant qu'ils jouent contre Boston. Hein. Faut quand même qu'on se rappelle, on avait dit, logiquement Boston devait s'imposer parce qu'il y a tellement d'options possibles. Sauf que Miami, c'est Miami. Et Miami, ils ont toujours des solutions. Il faut les respecter. Et alors, Miami devrait récupérer Tyler Hero au 3e match. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Ça change quelque chose. Tyler Hero est quasiment un des meilleurs snipers de la ligue, un meilleur joueur maintenant. Ça dépend dans quel état aussi. Dans quel état? Ça va faire quoi? Ça va faire 1 mois et demi qu'il n'a pas joué. Opération du poignet. Après, tu reviens à domicile. Donc, mais ça peut être qu'un plus. Ça peut être un plus. Un mec qui va être frais. C'est pour ça qu'ils ont fait exprès de perdre les 3 matchs contre Boston. Pour lui permettre de revenir. Mais Fred l'a dit, ne sous-estimons pas cette équipe de Miami. Maintenant, sur les match-up. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un point positif pour Miami, que c'est un banc quand même très intéressant qui peut apporter plus que Denver? Le banc est peut-être un peu plus large que Denver, j'ai l'impression. Mais est-ce que ça compte vraiment? On l'a vu, on le dit à chaque fois. Tu joues à 7, les rotations sont réduites quand tu joues les playoffs. Et alors les finales, évidemment, encore plus. Il y a quand même des joueurs, je rejoins Stephen, il y a des joueurs comme qui ont joué 43-45 minutes.
est-ce qu'ils vont pas être un petit peu cramés à un moment? Oui. Si on parle de l'affiche en elle-même, est-ce que ce match vous excite ou pas? Parce que là, vous me dites 4-0, 4-1. Je suis pas sûr qu'Adam Silver soit très content de l'affiche. On est d'accord. Ouais. Bon, Denver. Ça sera peut-être Après, un il a été Lakers plutôt bien Celtics. servi. Hein. Je Lakers suis pas sûr Warriors, Lakers Denver. Mais c'est sûr qu'une finale Lakers-Boston était plus facile à vendre. Mais Denver en finale, bon, il faut que ça arrive un jour. Parce que de toute façon, ça peut être l'avènement d'un très grand champion aussi. Donc ça, c'est pas très grave. C'est peut-être le combo Denver-Miami qui est pas très sexy sur le papier. Maintenant, ça peut peut-être faire des étincelles. Hein. Si Miami élève son niveau de jeu comme ils ont réussi à le faire jusqu'ici, ça peut être très intéressant. Si ça pousse Mais Pour le Jokic. public, c'est peut-être T'as pas- entendu les déclarations de Gilbert Arenas qui a dit quoi qu'il arrive, même si ça sera une super finale et que Jokic sera hyper performant et il sera magnifique, ça n'intéresse personne. Gilbert Arenas a dit Jokic en fait ne fait pas kiffer les gens. Voilà, Il dit c'est c'est ça. le meilleur joueur du monde. Mais c'est assez Mais vrai. aujourd'hui- En fait, qui est-ce qui aime le Jokic? Nous, parce Ouais. qu'on est fan de basket, parce qu'on voit ce qu'il fait, son frère etc. aussi. Et les C'est supporters. deux frères. Et les supporters des Denver Nuggets. Exactement. Sauf Et les que Serbes. concrètement, un mec qui connaît pas vraiment le basket, il voit Jokic jouer, il dit mais Tu sais que- il va à tu 2 à l'heure. Tu sais il que fait pas tous les gamins de 12, 13, 14, Ouais, 15 ans qui ils kiffent s'identifient NBA, pas à le Jokic. matin, ils se lèvent, les highlights de Jokic, ils les Cire. mettent à la poubelle. Ouais. Eux, ils veulent voir du Jam Morant. Mais des il n'y a trucs. pas de chaussures signature Nike Oui. chez Jokic. Oui, c'est- Parce que jamais tu la vendras. Moi, j'achèterai, mais je serai le seul, je pense, ou un des seuls. Ça te fera pas mettre plus de paniers pour non, autant, hein, mais tu sais ça, ça. ça sera stylé, quoi. C'est vrai que si Nike a fait pas une signature shoes à Nicolas Jokic, C'est pas pour rien. Donc ils sont qu'est-ce qui plutôt pour le pourrait, qu'est-ce qui marketing. pourrait rendre cette finale légendaire? Peut-être des performances hors normes de Jokic. Jamal Murray, Une pourquoi finale pas. en triple-double par exemple. Ça serait Jimmy fou. Butler qui met 50 pions. Butler, Murray qui s'affrontent de loin et Jokic. Est-ce qu'il fait- peut faire fait ça chaud. tiens, Une petite bagarre. une finale en triple-double pour Jokic, ça peut arriver ça? Mais tout peut arriver avec Jokic. C'est un monstre. Ça Tout peut arriver. n'a pas été déjà fait ça. LeBron Je sais pas. n'a pas déjà fait ça sur une Peut-être, finale NBA. Il me semble Ouais, qu'il a c'est déjà possible. fait une finale en triple 2. Après, il y a des antécédents. Denver-Miami. Jimmy Butler avait voulu se taper avec toute l'équipe des Nuggets la saison dernière. Rappelez-vous que Nikola Jokic a détruit la saison du jumeau Morris en lui mettant un énorme coup dans le dos l'année dernière. C'était Mais c'était là où ses frères étaient intervenus, où il s'est chauffé un petit peu. C'était un Denver-Miami. Donc il y a quelques antécédents. T'es pas à l'abri d'un tête contre tête et d'une petite bagarre qui pourrait faire passer cette finale NBA dans une autre sphère, mon petit Pierrot. C'est une finale aussi qui c'est un peu la revanche des GM. C'est-à-dire que c'est sur du travail de fond, des équipes construites Ouais, avec du intelligemment, temps, de la patience. Et c'est un joli pied de nez, ça, Pierrot. sans C'est un joli pied de agglomérer. nez aux équipes Des comme mégastars, ça, quoi. qui prennent des mégastars en cours de saison, qui changent tout. Parce que mine de rien, qui était favori? Phoenix. Arrivé Kevin Durant en plein milieu de la saison, terminé. Philadelphie peut-être. Philadelphie avec Harden, Embiid, ça n'a pas marché. Milwaukee, Milwaukee c'est une équipe construite aussi quand même. Oui, une équipe construite, mais paramètre blessure de Giannis Antetokounmpo. Donc mine de rien. Bon, bref, les Lakers, au les dernier Lakers, moment. Exactement. C'est une super finale qui n'intéresse personne quoi en gros. Mais non, on peut pas dire ça, des mais nouvelles c'est plus- histoires. Mais des c'est- nouvelles histoires à raconter quand même. C'est moins pour Non, les mais néophytes, c'est On va vraiment voir, pour les on va voir experts. ce que fait Jokic surtout, c'est ça aussi l'attraction. Et puis, si jamais c'est Miami, Butler champion à 33 ans, c'est beau aussi. hein. Petit point stat sur LeBron James, effectivement, 2017 où il est tout seul à Cleveland, il perd 4-1 contre les Warriors, il est en triple-double avec 33 points, Merci. 12 rebonds et 10 passes. Quoi qu'il arrive, donc ce sera une première soit pour Butler, soit pour Jokic, et c'est l'objet donc de la partie historique. I was dreaming of the past. Ça fait depuis que je suis tout petit, je rêve de titre NBA, de gagner ça, c'est le but ultime pour tout joueur de basket parce que c'est le championnat le plus dur au monde. Tu sais, gagner un titre NBA, comme j'avais du mal à expliquer, c'est comme s'il gagnait une coupe du monde quoi. Pour un foot, tu vois, c'est la même chose. Gagner un Roland Garros pour un tennisman, c'est la même chose. Et donc pour nous, c'est énorme. For the fourth youngest guy ever to play in the NBA Finals. Weight loss, rent loss, scrambling. Now pass the champagne to the Alors, donc vous allez me raconter la première finale, soit d'une franchise, soit d'un joueur. Alors, un joueur marquant, s'il vous plaît, me faites pas la première finale de Chris Dudley, par exemple, Et tu vois, c'est ça ton problème, Pierre. de Chuck Hayes. Non mais c'est ça ton problème, c'est qu'on va prendre un joueur marquant, tu dis vous n'êtes pas imaginatif, vous Non, êtes non, pas pas du Ça inventif. tout. n'intéresse pas le Ouais, public, c'est comme la finale. Ouais, Non. Non, moi j'attends des histoires importantes de la NBA. Première finale d'une franchise ou première finale d'un joueur. On va démarrer avec toi, Fred. Et ben moi j'ai choisi un joueur pas commun. Ouais. C'est Michael Jordan. Et ben voilà, c'est excellent, la première finale de Michael Jordan. je me suis Vas-y, dit que ça pouvait être intéressant. rafraîchis-nous la je crois mémoire. qu'il l'a gagné, non? Il l'a gagné en plus. J'ai l'impression pas qu'il meilleur n'en a joueur, pas hein. perdu d'ailleurs des finales. C'est le 2 juin 91. Alors Jojo est en finale pour la première fois de sa carrière. Il a 28 ans. Il vient d'être éliminé 3 fois de suite par Détroit. Et là, il réussit à les éliminer à son tour.
Vous vous rappelez en plus de cette scène où Détroit se barre sans serrer les mains, etc. C'était la grande classe, cette équipe des Pistons. Ouais, moi, j'aimais bien. Bill Laimbeer, si tu nous entends. C'est contre Magic Johnson en plus. Le Showtime. Les Lakers ont réussi à se défaire de Portland. Et donc, ça va être une match-up hyper intéressante. Alors, il se trouve que Jojo est MVP des finales. Qui est favori d'ailleurs entre les Lakers et les Bulls? Logiquement, Chicago, parce qu'ils ont fini premier de la saison régulière avec 61 victoires. Donc, très bonne saison régulière. C'est eux qui ont l'avantage du terrain. D'ailleurs, donc Jojo est MVP des finales et meilleur scoreur de la Ligue. Et donc, il est forcément à la recherche d'une bague à un moment donné. Et c'est le moment, justement. Et donc, sur le banc, on a Phil Jackson qui affronte Mike Dunleavy, qui a remplacé Pat Riley à la tête des Lakers. Pat Riley qui va connaître sa 19e finale. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, comme tu disais, on est au Chicago Stadium, premier match incroyable. On est à 30 secondes de la fin, 91-89 pour Chicago. Michael Jordan a le ballon dans les mains, il shoot, il rate le panier. Temps mort pour les Lakers. On donne le ballon à Magic. Magic fixe un petit peu, sort sur Perkins qui marque à 3 points, 92-91. Victoire, première victoire dans cette série pour les Lakers. Et Jojo aura fait un match plutôt correct. 36 points, 8 rebonds, 12 passes pour son premier match de finale. Mais match perdu. Les Bulls vont enchaîner 4 victoires de suite pour devenir enfin champion NBA. Donc voilà, Michael Jordan qui était bien accompagné, qui avait Paxton, B.J. Armstrong par exemple. Et de l'autre côté, il y avait Bill Cartwright, effectivement, Horace Grant, évidemment aussi. Et de l'autre côté, il y avait Byron Scott, Divac, Campbell, Green, Worthy. Donc une très belle finale sur le papier, surtout une opposition de style, un peu un passage de flambeau et une finale de rêve. Voilà, et Jordan qui bat Magic. Qui, après avoir perdu le premier match, s'imposera 4 fois de suite. Puis il y a un panier mythique où il arrive pour dunker. Il monte à une main pour aller dunker, il change de main, il finit sur une main gauche. Genre ça l'intéresse pas de dunker, tiens, je vais ce qu'on appellera the move. Et 20 ans plus tard, quand les Lakers avec Magic Johnson sont reçus à la Maison Blanche par Barack Obama parce qu'ils viennent d'être champions, Barack Obama, Chicagoan, fan des Bulls, se retourne un moment parce que voilà, c'est les Lakers, un peu les rivaux, et il retourne, il regarde Magic, il fait Magic, tu te souviens de 1991, Jordan? Et il mime le geste, voilà. Donc, comment passionné évidemment de basket, Barack Obama. Stephen, à toi. Oui, salut Pierrot. La première finale de qui? De quoi? La première finale de Dirk Nowitzki. C'est pas la plus belle. C'est très intéressant. Je rigole parce que c'était tellement évident, mais vas-y. En 2006, Dallas sort d'une saison à 60 victoires. En finale de conf, Dirk tape son ami Steve Nash avec un match 5 fantastique à 50 points, 11 rebonds. Et Dallas arrive en grand favori face à Miami. Le Miami de D-Wade et de D-Wade uniquement, puisque Shaq est un petit peu sur la jante. Et qu'en 2011, D-Wade sera accompagné de LeBron et Chris Bosh, mais c'est D-Wade qui dirige cette équipe-là. Et ça a été un vrai traumatisme pour l'Allemand qui mène 2-0 en gagnant les 2 premiers matchs à domicile. Et la bascule de cette série, elle intervient sur le match 3, plus 13 pour Dallas à 6 minutes de la fin, qui se dirige vers un 3-0 et donc quasiment un titre, puisque encore ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, ça a failli arriver, mais l'histoire dit que quand vous êtes mené 3-0, jamais vous ne gagnez une série. Et là arrive le plus grand exploit de la carrière de D-Wade, qui va mettre 10 points en 6 minutes pour terminer la rencontre à 42 points, 13 rebonds et un tir qui appellera Michael Jordan face à Cleveland, ce hang time là, face à Craig Hillow, où il reste quasiment 2 secondes dans l'air. Miami va gagner 98-96 et Miami va remporter la série 4-2. Dirk ne s'en remettra pas. D-Wade continuera de marcher sur l'eau. MVP des finales, 34 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 contre de moyenne. Logiquement MVP des finales. Et Nowitzki, avant de gagner en 2011, il dira « Je n'ai jamais revu une seule seconde de ces finales de 2006 parce que c'était trop un traumatisme pour moi. » On rappelle que Dirk, après avoir perdu cette finale, je crois, s'exile dans une montagne, sans téléphone, sans rien. Il part en trek tout seul. Il joue à la pelote avec des ours. Exactement. Et le traumatisme durera une année supplémentaire puisqu'en 2007, Dirk était lui MVP de la saison régulière. Dallas gagne 67 matchs mais se font sortir au premier tour des playoffs. Et il faudra attendre 2011 pour qu'enfin Dallas et sa réputation et Dirk et sa réputation de choker un petit peu prennent fin en s'imposant contre ce même D-Wade épaulé par LeBron et Chris Bosh. C'est parfait, donc c'était la finale de Dirk Nowitzki en 2006, la première de sa carrière. Quelle première vas-tu nous raconter, Arnaud ?
Tony Parker 2003. Donc voilà, Jordan, Bah oui. Nowitzki, Tipeee, j'aime, I like it. Merci beaucoup. Parce que c'est évidemment ce qui fait rentrer Tony dans une autre dimension. C'est sa drafté en 2001, donc c'est sa deuxième saison. C'est le premier Français en finale NBA. Avec les Spurs, ils font une magnifique campagne. Ils tapent quand même les Lakers, qui étaient sur leur three-peat, avec Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Ils retrouvent les Nets. C'est à l'époque où un petit peu la conférence Est est décrite comme faiblarde. Dis-toi que le meilleur bilan à l'Est, c'est les Pistons en saison régulière. S'ils étaient à l'Ouest, ils seraient 7e avec ses 50 victoires. Donc finalement, les Nets arrivent, ils tapent Détroit en finale de conférence. Donc tout le monde parle du duel. Jason Kidd, Tony Parker, évidemment, il y a Tim Duncan en face, mais il y a vraiment un focus sur Jason Kidd. On peut le dire, messieurs, 2003, on est sur un prime Jason Kidd. Oui. 15 points, 10 passes, voire 9 passes. Et donc, les San Antonio Spurs s'imposent. On est à l'époque sur un format 2 matchs chez l'équipe la mieux classée, 3 matchs chez l'équipe la moins classée, et on finit par les 2 J'aime matchs bien ça d'ailleurs. chez la T'aimes mieux bien classée. Ouais. Attends, c'est 2-2, 1. En fait, ça limitait un peu l'influence C'était écologique en plus. ça de imitait l'avantage vachement. du terrain. Ouais. Continue. Les Spurs s'imposent 4-2 avec un très bon Tipeee, meilleur marqueur du match 3 qui fait peut-être la bascule parce qu'on est à 1-1 à ce moment-là. 26 points pour Tipeee qui finit le deuxième meilleur marqueur des Spurs derrière un immense Tim Duncan qui était à 24 points, 17 rebonds. Tipeee 14 points, 3 rebonds, 4 passes avec des bons pourcentages au tir. Évidemment, ce duel avec Jason Kidd qui était dans toutes les têtes. Et écoutez, on a retrouvé cette petite séquence. On est dans le vestiaire des Spurs, très Frenchy, vous allez voir, parce que Tony est entouré de ses amis, dont son frère notamment TJ, et écoutez aussi la petite voix un petit peu fluette de Tony qui à l'époque n'a que 21 ans. Scandé dans le vestiaire des Spurs, le on est les champions. Il y a eu tellement de pression pendant cette série par rapport avec Jason Kidd et tout ça. Maintenant qu'on a gagné le titre, on va me laisser tranquille et tout. Maintenant c'est bon, voilà, c'est tranquille. Maintenant le prochain titre, l'équipe de France, on va essayer d'aller au bout. Champion d'Europe. On enchaîne les gars. Champion d'Europe les gars. On enchaîne. Les champions NBA, ils pensent déjà à l'équipe de France. On fera pas une mauvaise campagne, l'Euro 2003. On fait demi-finale battu par la Lituanie de Jasukevicius. Par contre, peut-être que le match contre l'Italie et la 3e place, on le perd. Ça, c'est un peu plus discutable. Mais voilà, Tipeee, ça le fait rentrer évidemment dans une autre ère, à la fois médiatique en France. Il gagne. Il a gagné un titre NBA, il est français, titulaire, et même aux États-Unis, parce qu'on connaît l'histoire derrière, avec un Ginobili qui jouait très peu à l'époque, il met 8 points sur ses finales. Donc déjà, Tony est un peu considéré comme le premier lieutenant de Duncan, puisqu'il est le deuxième meilleur marqueur, devant David Robinson. Parfait, c'est l'heure du quiz dans Basket Time. J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez Steve. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. C'est parti là-bas en Et là, premier. c'est après ou pas? C'est Alex. Le roi des corvères ménagères. Avec C'est Bigger court Staff qui aujourd'hui. est un énorme rageux du quiz. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, ça nous arrive à tous. Alors, donc, nous allons consacrer un nouveau champion. Ce sera soit Jokic, soit Butler. Nous faisons un quiz sur les joueurs, les grands joueurs de la NBA, jamais champions. Vous les connaissez tous. Ce sont des grands thèmes souvent discutés, notamment dans Basket Time. Et donc, chacune des réponses tourne autour de ces joueurs-là. Vous êtes prêts? Oui. Pourquoi tu as ce petit sourire narquois, Stephen? T'as triché? T'as eu une petite. Non. Non, tu me fais rire dans tes explications. Bah oui, je vous donne le Là, thème. C'est simple. Oui. Je vous donne le Des thème. fois, c'est quand même Oui, plus des fois c'est compliqué. plus compliqué là. Je vous rappelle qu'une fois, le très thème, concis. c'était les joueurs qui ont 2 majuscules dans leur prénom ou Voilà. dans leur nom. C'est Et Stephen a mis la moitié du quiz à comprendre quel était le thème. Là, c'est plus simple. On va deviner un joueur jamais champion grâce à quelques-unes de ses grandes performances individuelles en carrière. Une longue carrière. Je vous donne comme ça, je vous égrène quelques performances incroyables. Ce joueur a marqué 51 points dans un match dès sa 2e saison. Chamberlain. La mer Noire. C'était contre les Suns. Je vous conseille d'écouter 51 points contre les Suns. les indices quand même. En 2000, les Suns de Jason Kidd, donc pour sa 2e saison en 2000. Il a fait une série de 11 matchs complètement affolante lors de la saison 2005-2006. Une série qui commence et se termine Tracy McGrady. par un match à 34 points. Le premier, c'était contre Denver, le dernier contre San Antonio. Au cours de cette série, il a 4 autres matchs à plus de 30 points, un match à plus de 40 points et un à 51 points. Carmel Anthony. Et donc, il réédite son record en carrière. Cette série, d'ailleurs, c'est 10 victoires, 1 défaite. Donc, c'est quand même énorme sur son influence, sur les résultats de son équipe. Ce joueur, haute performance, a marqué 21 points à 42 ans avec le maillot des Kings. Vince Carter. Vince Carter. Et ça y est, il a trouvé. Bravo. Vince Carter. Ouais.
C'était pas facile. Non, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Donc le Vous pouvez premier pas nous dire, point, mais Midi Dunk a gagné les concours de dunk, non c'était dernier indice, c'était le concours de dunk 2000. Donc le premier point, c'est pour Stephen. Ensuite, vous allez essayer de reconnaître un joueur grâce à sa voix. Voici une longue déclaration. On a 31 minutes devant nous pour deviner qui parle. Hein. Man, Allen I Iverson. love y'all too. Allen Iverson, oui. bravo Arnaud. C'est Allen Iverson en 2016 lors C'est de le son practice, tu sais, je discours reconnais sa voix, d'intronisation au Hall of Fame. Ça fait donc un point pour Steve et un point pour Arnaud. On cherche toujours un joueur jamais champion NBA. Alors, qui a été Most Improved Player en 2015, qui est 6 fois All-Star, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2022. Donc pas cette année, qui a joué avec plein de joueurs au cours de sa carrière, des Jamal Crawford, des Carlos Boozer, James Harden. des Joel Embiid, Andrew Wiggins, Rip Hamilton, DeRozan. Dwayne Wade Non, DeRozan, il Non. n'est pas et champion. même Nikola Mirotic. Un joueur qui n'a que 13 sélections mais qui est champion olympique en 2016 et qui tourne encore à 23 points, Là, cette année, là 6 rebonds et 5 passes cette année et qui n'a pas dit son dernier mot pour Jimmy être Butler. champion Lavine. NBA. C'est Jimmy Jimmy Butler, Butler. tout simplement. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes allé chercher, Ouais, Fred? j'ai beaucoup plus loin. Ouais, Bah oui, effectivement. mais si c'était que Malone et Stockton, ce serait Ouais, facile. moi, j'avais que Malone, Stockton et Ewing, c'est tout. Vous imaginez bien que j'ai pas fait un quiz autour de ce joueur-là. Sinon, ce serait trop simple. Charade, Charade. mon premier. Nom, prénom ou prénom et nom Prénom et nom. Ok. D'accord. Fosbury, Rivers ou Cheney. Mon premier s'accorde très bien avec ces trois noms. Mon deuxième Dick Vitale. est un chanteur, fils de Dikembe chanteur. Mutombo. Dikembe Mutombo. Ah, Bravo. Chanteur de quoi Un chanteur, fils de chanteur. M. Ah, Dick M. Ouais. B. Et heureusement qu'on n'est pas allé plus loin. Vas-y, parce vas-y. que Sinon, tu m'arraches à la tête, Ouais. Stephen. Mon troisième est le cri d'un mammifère herbivore ruminant marchant sur deux Ok. doigts. Ouais. Mon quatrième est un mammifère herbivore ruminant Mouton. marchant sur deux doigts. Me- Et Non. mon cinquième est joli. Ouais, Beau. tout simplement. Oh, c'est très bien. Bravo. Mon tout a perdu la finale. Ah, je sais pas, oui, ça aurait pu Avec les être. Ouais, exactement. Et donc, c'était pas Iverson. Ouais. C'était ça la Vu fin. qu'on avait déjà Sixers cité, contre les Lakers où Dikembe il prend des coups de plein de têtes de chaque, mon Et le garçon. pire, c'est qu'il défend pas si mal Ouais, que ça, c'est c'est bon. ça. Et il va tout le temps, il se relève à chaque fois, il prend. Ben, franchement, Alors c'est monstrueux. intéressant parce qu'il y a 2 points pour Stephen, pour Arnaud et 1 pour Fred. Voici une déclaration d'un joueur qui n'a jamais été champion NBA. Je me souviens qu'au début de ma carrière, on jouait contre Chicago et Mike était en manque de réussite ce soir-là. Je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est toi Michael Jordan? Je sais qui c'est. Patrick Ewing. Je l'ai Non, marqué que c'est Kevin Reggie Miller. Starks. Reggie Miller, oui. exceptionnel Fredo, passe de Steve, qui a dit Ray quelque chose, il s'est pas sorti ensuite. Bon, bah voilà, on a fini. Donc 2 points pour Fred, 2 points pour Steve et 1 point pour Arnaud. Vous avez remarqué que j'ai pas parlé ni de Karl Malone ni de John Stockton. Je vous propose donc de me donner tous les joueurs de l'effectif de Utah Jazz 98, un par un. Il n'y en a pas beaucoup des faciles, hein. Il y en a 5 faciles, pas plus, et encore facile. 98, 97, 98. Ouais, 97-98, la dernière. C'est Arnaud qui démarre puisqu'il n'a qu'un point. John Stockton. Bravo, c'est le capitaine John Stockton. Fred, J'hésite. Karl Malone. voilà, et ça va commencer à se compliquer. Donc, à toi, Steve. J'en ai 2 en stock. Donc il faut Très que je bien, sois tactique. bravo. Faut que tu sois tactique, exactement. Je vais dire Brian Russell parce qu'il est sur la photo iconique, comme ça je me garde mon autre. Ouais, c'est bien, mais je pense que t'as peut-être pas été très tactique. Arnaud? Aucune idée. Ah, aucune idée. Bon, bah, Attends, si, je veux dire Smith. Hein ah ouais, super. Smith, sérieux lui quoi. je suis prêt à l'accorder, mais il n'y a pas de Smith. C'est pour ça que tu étais prêt à l'accorder. Non, mais s'il y avait eu un Joe Smith, je l'accordais. Hein. Moi, je sais pas si c'est à la même époque, mais Hornacek. Jeff Hornacek Ah oui. is the good answer. Au lancer, là. Ma carotte est mon deuxième Fred. Alors attends, je peux vous donner quand même. Il y a encore un joueur trouvable Je vais te donner Greg Ostertag. et c'est Ah, c'était le exceptionnel. mien. C'est exceptionnel. Alors c'est simple, là vous êtes à égalité 4-4. Donc je pense que vous séchez tous les deux. Non, j'ai peut-être Howard Aisley, non Alors attends. C'était à Fred de parler. Non, mais je vais pas citer celui Non, qui vient de citer. mais c'est donc injuste. celui qui vient de citer, il aura gagné. Voilà, il Non, aura gagné voilà. si t'en as pas un autre. J'en ai pas d'autres. Mais réfléchis, enfin. Je peux te donner un indice. Vas-y. Un mec, alors dans cette équipe, je pense qu'il avait aucun rôle, je suppose, parce que il est très jeune, c'est le plus jeune. Ensuite, il a joué aux Spurs et il a été assistant coach, je crois, des Spurs. Il a un prénom français.
Bon, tu l'auras pas. Non. Jack Vaughn. Oh, faisait partie de cette équipe. Donc tu me dis Howard Isley, et ben c'est une très bonne réponse. Bravo, bravo Steve, tu as gagné ce quiz sur les grands joueurs qui n'ont jamais été champions NBA. Bravo, à la semaine prochaine. RMC Basket Time.